devais absolument rendre la monnaie de sa pièce au gars. Mais pourquoi je devais faire ça? J'étais fait comme ça, tu sais. Il est déjà là. Il est déjà dans une écurie qui se bat. Il y a déjà une écurie qui se compétitionne. Partir, sortir de sa voiture, enlever son casque, partir, aller sur un des yachts privés luxueux sur le bord, prendre une bière puis s'écraser pour regarder la course. Verstappen hier a dit « Hey, j'étais à 500 mètres d'ici. » Il est parti chez eux regarder la fin de la course. Io l'ho sempre amata e t'ho sempre detto, un giorno arriverò anch'io a farmi una macchina mia. Gros week-end de course et évidemment qu'on est de retour cette semaine pour Paddock et Champagne, épisode numéro 5. Mathieu, je suis content de te voir encore une fois. Ben oui, moi aussi, content Je de sais retour. que tu as trippé hier à regarder le Grand Prix. Tout. Il y a eu beaucoup d'action en peu de temps, c'était génial. Ouais, hein? Ben oui. Et de t'avoir comme ça dès le départ, je pense que les gens s'habituent davantage. Donc merci de commencer le balado avec moi. Et on a un invité de marque et de choix aujourd'hui parce que on pourrait parler de ses exploits à lui pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, mais on Il va reste pas juste faire ça. Puis en même temps, quand tu dis qu'il a tout gagné, tu dis qu'un gars comme lui, qui aime la vitesse, qui aime la précision, qui aime le sport de compétition, ça fait du sens. ça fait du sens qu'il tripe sur la Formule 1. Charles Hamelin est avec nous cette semaine. Salut Charles! Salut les boys, ça va? Ça va Ben oui, super ben oui. bien. Tu aurais dû être avec nous en studio, Ouais. mais tu as un petit souci de santé qui est juste un petit peu contagieux. Puis on s'est dit, Exact. on l'aime, mais pas tant Mais que ça. on garde des limites. Il y a des maudites limites. puis C'est professionnel. c'est professionnel. J'aime ça. Charles, comment tu as vécu ton week-end de course, toi? Ah, c'est un gros week-end pour vrai. Tu sais, souvent, le week-end à Monaco, je te dirais les 2-3 dernières saisons, c'était un petit peu pas monotone, mais après les qualifs, tu savais comment ça allait se passer, comment ça allait finir. Ouais. Il y a eu beaucoup plus d'action cette année. C'était le fun. C'était le fun à voir. C'était excitant. C'est rare que je vais dire ça de Monaco. Monaco, c'est un grand prix. Là. J'ai été à Monaco durant le Grand Prix. Tu l'as vécu à Monaco déjà? Oui, exact. Wow. À Monaco. Red Bull nous avait amenés là-bas après les Jeux 2022. Toutes les médaillés d'or de Red Bull, qui étaient commandité Red Bull, avaient été là-bas. C'est débile d'aller là-bas, mais le Grand Prix en tant que tel, c'était une course monotone, un peu plus. Ouais. Mais là, c'était que des revirements de situation, surtout vers la fin avec les drapeaux rouges, les drapeaux jaunes, avec le safety car et tout. C'était fun à voir. C'est plate sa vie, invité par Red Bull Moi, à c'est ça. Monaco. Pendant le week-end de Quelle Grand vie Prix. moche. Ah. Ça n'a pas de maudit bon sens. T'affiches tes couleurs aujourd'hui, puis je suis content parce que moi aussi, je suis un fan de Ferrari depuis longtemps. Je suis un fan de Lewis Hamilton. D'ailleurs, on a deux casquettes importantes ici. Celle de Lewis, parce qu'il y a encore une fois connu. C'est Lewis Hamilton que j'aime beaucoup. Et celle de Ayrton Senna. D'ailleurs, Maria, qui a été ma thérapeute à l'hôpital, qui est d'origine brésilienne, me l'a offerte celle-là, parce que c'est une grande fan, fait que je lui dire merci. Le gars qui a le plus souvent gagné le Grand Prix de Monaco, et celui maintenant qui a égalé le nombre de présences sur le podium de l'histoire de Monaco avec sa performance de la fin de semaine. Tu le disais, Charles, tantôt, à Monaco, les qualifications sont super importantes parce que le circuit est étroit, les possibilités de dépassement sont vraiment minimes, donc tu veux partir en avant. Et dès le départ, durant le week-end, on a vu qu'encore une fois, le petit Mosi Kimi, qui a gagné en fin de semaine, était rapide, mais Charles Leclerc, qui est chez eux, Lewis Hamilton, qui connaît bien la piste, était là aussi. Mathieu, tu as vécu ça comment, toi, de les voir rapides comme ça dès le début du week-end? C'est sûr que c'est le fun. Les Ferrari, quand ils gagnent, tout le monde gagne. C'est l'équipe du peuple, on va dire. Ouais. Fait que les voir aller bien, ça fait du bien. Surtout qu'on a eu une domination Mercedes depuis le début de l'année. Voir une autre équipe reprendre le lead, rapporter un peu de compétition, c'était le fun. Mais là, il y a eu la course. Il y a eu les vraies qualifications. Puis là, on a vu que Kimi, il prend... Tu sais, je fais des drapeaux d'habitude. Il y a rouge, jaune, vert. Mais là, Kimi, c'est le drapeau doré. Il y a une saison impeccable à date. C'est l'enfer. Puis là, encore cette semaine, un grand slam direct, 19 ans. C'est fou, hein? Il n'arrête pas de briser des records cette année. Au début de la saison, je disais, je pense qu'il va peut-être avoir une victoire à un moment donné. Il y en a 5 de suite. 5 de suite. Et à 19 ans, Charles, de dominer dans un sport, tu l'as vécu, tu as été un athlète de haut niveau pendant tellement d'années. Quand tu as le nouveau kid qui arrive, là, puis qui botte le cul de tout le monde, qui est bon, qui est excellent, puis qui va chercher le succès qui vient avec les efforts derrière. C'est le fun, puis je trouve qu'on est privilégié d'être là et d'assister à ça, moi. Ah, 100%, 100%. D'avoir un gars aussi jeune,
puis d'avoir autant de succès. Puis ça fait juste prouver que, le choix de Mercedes d'avoir été chercher ce jeune-là à 17 ans a été le bon choix. Après ça, c'est rare, c'est difficile de savoir que tu mets le doigt sur la bonne personne, surtout à cet âge-là. Mais quand tu as confiance puis que tu sais que le jeune a une bonne tête, Kimi Antonelli, je l'adore depuis son entrée en Formule 1. C'est un jeune qui est naïf, il va faire des jokes à tout le monde. C'est un farceur, puis il ne se prend pas pour un autre. C'est un peu ça aussi, la beauté de la chose. C'est qu'il a l'air d'être tellement naïf, puis il est comme, moi, je gagne. Moi, je fais la course automobile, puis je suis là. Donc, c'est vraiment juste cool quand il a gagné hier, puis que, tu sais, à la fin, ils les mettent le podium au complet dans une salle avant de les amener sur le podium. Ouais. Puis il est rentré le dernier, Lewis, puis Hadjar, qui a fini 3e, était déjà arrivé. Il est venu s'asseoir quasiment sur la cuisse de Lewis Hamilton. Tu sais, quand tu dis qu'il y a un petit côté enfant, un peu naïf, il vient s'asseoir, même que Lewis s'est tassé, parce qu'il était rendu tellement proche. J'ai vu une entrevue en fin de semaine, puis tu parles du talent de Kimi. Il y a un monsieur qui s'appelle Gwen Lagrue, qui est le gars qui est responsable des jeunes talents, d'aller faire du dépistage, de trouver le prochain Kimi Antonelli, de trouver ce genre de pilote-là. Et c'est lui qui l'a trouvé, qui l'a déniché. D'ailleurs, c'est mon nouvel ami sur Instagram. Alors, Gwen, si jamais vous regardez, il y a un Grand Prix en Espagne bientôt. Ça va temps de nous en parler de Kimi et de cette performance hallucinante qu'on voit. On vous invite à Paddock et Champagne avec grand plaisir. Mais c'est vrai que tu as raison, Charles, de le voir encore impressionné. Tu sais, à Montréal, sur le podium, avec Max puis avec Lewis, il était comme « Oh mon Dieu ». Hadjar a vécu le même trip hier parce que Hamilton était là. Puis t'as Kimi qui vient de gagner encore une fois, puis il s'est mêlé à tout ça. Il y a quelque chose de beau, je trouve, de voir la vieille garde qui est tellement expérimentée puis qui a tout gagné. On parle de Max, mettons, puis de Lewis. Et de voir les kids avec du talent être là. Puis, c'est beau, ça. Oui, on l'a vu avec Max l'année passée. Les niveaux, il allait le voir tout de suite. Il les a pris sous son aile un peu, on dirait. Ouais. Puis Lewis, encore cette année, il s'est plus calmé. Ferrari va mieux. Il est capable de plus s'ouvrir, j'ai l'impression. C'est le fun de les voir interagir avec la nouvelle génération. On part de la course parce que ça en était toute une. Ouais, Max Verstappen qui va chercher la 2e place en qualification. Puis tu le sais que quand Max est là, dans les premières lignes, là, dans le premier virage, ou dans le 2e, ou dans le 3e, ça va jouer du coude. Il va tout faire pour passer. Et là, ça part et sa voiture avance à peu près pas. Ça aurait pu être catastrophique. Ça aurait pu être dangereux, Charles. Il arrive à avoir des accidents faciles. Puis en fait, moi, j'ai un peu fermé mes yeux en même temps quand j'ai vu ça arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Les pilotes vont réussir à l'éviter. Mais je suis quand même déçu parce que, autant que Max Verstappen, même si je fais de boule, ça n'a jamais été mon préféré. Je suis quand même content qu'il performe à ce moment-ci de l'année, de la saison, comme il le fait. Ça prouve juste quel pilote est Max Verstappen. Mais de le voir même pas capable de faire un tour de la course, c'est plate. Sachant qu'il a fini, il s'est classé 2e. Puis je pense qu'il aurait vraiment chauffé les fesses à Kimi durant ce course-là. Tellement. Ouais. On a déjà vu Kimi Raikkonen il y a une couple d'années avec sa voiture qui arrête à Monaco. Partir, sortir de sa voiture, enlever son casque, partir, aller sur un des yachts privés luxueux sur le bord, se prendre une bière puis s'écraser pour regarder la course. Verstappen hier a dit « Hey, je suis à 500 mètres d'ici. » Il est parti chez eux regarder la fin de la course. Ça, c'est incroyable. C'est frustrant pareil. C'est Max Verstappen, grand champion, qualifie 2e, pout. Il n'y a plus rien qui se passe. Comment tu l'as vécu, toi, de le voir? Moi, c'est un de mes préférés. Max, c'est un monstre de vitesse, c'est un monstre de tout. C'est une personnalité aussi que je trouve hilarante. Puis, tu sais, quand toi, tu t'en fous, là, ouais, lui il s'en fout. Un autre niveau, complètement. Mais c'est un monstre. Peu importe, tu le mets où sur la grille, il peut remonter, il est dangereux. Puis là, il n'a même pas la chance de peut-être éventuellement faire quelque chose. C'est triste à voir aller. C'est dommage. Mais le gars qui tripe comme Charles avec sa casquette de Ferrari et moi, on est vraiment des maniaques de Ferrari. Et là, tu as Charles et Lewis qui sont derrière Kimi et qui sont restés quand même proches un de l'autre parce que Kimi rapidement a pris comme 8-9 secondes, 10 secondes en avant de tout le monde. Charles Leclerc prend ces rues-là quand il va faire son épicerie. Il a grandi à Monaco, c'est un gars de la place. On s'attendait à une belle course de lui hier. Là. Je pense que tout le monde pensait qu'elle allait vraiment chauffer les fesses à Lewis juste derrière lui. Peut-être éventuellement réussir à le passer avec le changement de pneus durant la course. Mais
Veux-tu en parler tout de suite? Veux-tu en parler tout de suite? Hier, c'était le festival des pénalités. Normalement, les limites de vitesse sont plus élevées un petit peu dans la ligne des puits. Là, c'était réduit. Tout le monde a dépassé la limite par à peu près 0.1. On regardait les chiffres ce matin qu'ils ont donné. C'est comme 60 km/h, 0.1. Et là, il y a eu des pénalités. Lewis a donc une pénalité pour être allé trop vite dans les puits. Doit purger un 5 secondes. T'as Lance Stroll qui se maudit dans un mur, donc tout le monde rentre en dedans. Ferrari fait rentrer Lewis en premier et avant de toucher à la voiture, purge son 5 secondes de pénalité. Mais ils font rentrer Charles en même temps, qui arrive en arrière et qui ne comprend pas ce qu'il fait là. Ils ont ruiné sa course hier. Il y a eu une autre pénalité pour aucune raison. Là. Mais Ferrari a ruiné la course de Charles hier. Pour vrai, il aurait dû faire pit le tour d'après. Sachant que tu fasses purger 5 secondes à Lewis, puis que les deux sont à l'intérieur de 1 seconde et demie. Tu ne vas pas, le laisser poireauter derrière pendant 5 secondes. Il aurait eu la chance de peut-être passer Lewis éventuellement dans la course. Mais là, je pense que j'ai vu son entrevue après la course, mais comme il a eu le drapeau rouge, là, il avait l'entrevue, puis il marchait ses mots. Là. Il était en sacrement, mais il a été très poli. Il était très, très clean quand même. Parce qu'il aurait pu faire des petites explosions, des petits frustrés vraiment beaucoup plus que ça. Mais je pense qu'il était plus intérieurement. Là. Mais quand il est ressorti après puis il est rembarqué sur la piste, il y a eu ce qui est arrivé dans le même virage où Lance Stroll est allé. D'ailleurs, drapeau rouge après parce que la surface, l'asphalte se désagrégeait. Mais il pilotait en maudit. As-tu déjà patiné en beau maudit? Ah, ben oui, c'est jamais du bon. Là. Ça change tout, hein? Ça change la performance. Puis, mon coach, je savais, il dit pourquoi tu courses? Pourquoi tu es fâché? Il y a des choses dans les courses. Des fois, moi, je suis un gars qui était vraiment réactif dans mes courses. Justement, il y a quelque chose qui se passait dans le début de course, ça me frustrait. Mais là, mon intérieur, je devais absolument rendre la monnaie de sa pièce au gars. Mais pourquoi je devais faire ça? J'étais fait comme ça. T'sais. Après ça, si j'y repensais, j'étais comme, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Est-ce que c'était un Coréen? Parce que les Coréens jouent du coup un peu. C'est le temps de le dire. Là. Ça arrive plusieurs fois. Américain, Coréen, Chinois. C'est faire les choses en étant frustré ou voulant se venger, c'est jamais la bonne chose. On le voyait qu'il était affecté. On le voyait qu'il était affecté, Charles Leclerc. Ça a joué quand il est arrivé là. Mais oui. Il aurait peut-être pas fait ces erreurs-là, comme tu dis. C'est sa ville. C'est de là qu'il vient. Il connaît. Peut-être qu'il aurait. Puis il a gagné. Oui, il a gagné le Grand Prix. Il connaît le feeling. La principauté, c'est chez eux. Il connaît le prince. Ils vont déjeuner ensemble des fois. Veut dire, toutes les chances étaient là pour lui d'avoir une bonne course. Il a bien qualifié. Mais encore une fois, malheureusement, tactique d'équipe qui a vraiment joué à la faveur de Lewis, par exemple. Oui, 100%. Je pense que d'avoir Lewis sur le podium, pour eux autres, c'est un autre podium pour Lewis cette saison. Puis, sérieusement, qui aurait pu prévoir que Lewis ait une saison comme ça depuis les 6-7 premiers Grands Prix? Ouais. Moi, je trouve qu'il est vraiment régulier, puis ça prouve un peu le grand pilote qu'il est. Fait que je suis content pour lui de le voir à sa place là en ce moment. Surtout à 41 ans, quand il a tout gagné, d'avoir les jeunes qui arrivent, qui sont fougueux, qui sont bons, qui sont talentueux, mais de le voir. Tu sais, l'année passée, on avait un doute. Ça n'allait pas super bien. Transition de Mercedes à Ferrari. Il faut que tu t'habitues à une nouvelle équipe, une nouvelle façon de faire, une nouvelle voiture, un nouveau feeling. Pas la même mentalité non plus. Pas la même mentalité, tu as 100% raison. Mais de revenir cette année et de prouver que, hey, mon nom, c'est Lewis Hamilton. Je suis 7 fois champion du monde, puis je suis pas fini. Ça, j'aime ça, moi. Je suis pas n'importe qui. Puis il prouve cette année. Parce qu'il est fort, parce qu'il est solide, puis parce que les résultats sont là, puis tout ça. J'ai adoré ça. Quel moment t'as fait le plus rager hier, Charles, dans la course? Parce que t'as le choix. Il y a bien des affaires qui sont arrivées. Il y a bien des moments où on a fait comme, ben voyons donc. George Russell aussi n'a pas été chanceux hier. Pénalité de 5 secondes. Il rentre dans les puits et son équipe travaille tout de suite sur la voiture au lieu de faire comme Ferrari, d'attendre 5 secondes, puis après ça, changer les pneus puis faire ce qu'ils ont à faire. Ils l'ont mis dans le trouble. Il était tellement en maudit après lui aussi. Là. Je pense que c'est un moment qui est vraiment frustrant dans la course pour Russell. Il y a aussi qu'il y a eu tellement eu de chaos dans toute la course avec les pénalités, surtout la ligne des puits. Puis, en fait, j'ai vu un reportage disant que comment est-ce qu'il calculait justement cette vitesse-là que tu dois respecter dans les puits. Et
c'est un temps que tu dois passer en 2 points. Donc, il y a le point de départ, le point d'arrivée. Il faut que tu passes un minimum de temps de temps entre les 2 points. Et eux ont calculé, mettons, une courbe qui suit la ligne, le tracé qu'ils ont fait. Mais les pilotes, quand ils arrivent dans les puits, souvent, ils coupent un peu plus la ligne blanche entre les puits. C'est ce que Lewis a fait. Tu as 100% raison, on l'a vu. En entrant, puis d'ailleurs, Bono, qui parle dans les oreilles de Kimi, qui s'occupait de Lewis dans le temps chez Mercedes, lui a rappelé à chaque fois, là, fais attention, reste à l'extérieur des lignes, alors que tous ceux qui sont fait prendre sur une pénalité de vitesse coupaient cette petite ligne-là au départ. Donc, tu as 100% raison. Ouais. C'est ça qui est arrivé. Ouais, ben, c'est pour ça qu'il n'avait eu autant. Il y en a eu une dizaine, je pense, de pénalités pour excès de vitesse. Ça ne se voit jamais. Ça arrive des fois, une fois dans un Grand Prix, à chaque 2, 3, 4 Grands Prix. Un écurie qui l'échappe, mais 10. Je peux comprendre à Monaco parce que la ligne est tellement serrée aussi. On se doit donc de réduire la vitesse. Puis tout ça, mais à un moment donné, il y a des maudites limites. Là, ça n'a pas de bon sens. Le gars à qui ça a fait le plus mal hier, c'est le gars qui a célébré dans sa voiture dans le dernier tour sa 3e place. Avant d'arriver dans les puits, puis qu'on lui dise ouais, non, pas sur le tu finis 7e, buddy. Ouais, ça fait mal. Ouch! Pierre Gasly, encore une grosse course hier. Pierre régulier. Ça, c'est mon brise-cœur de la course. De voir. En fait, je comprends juste pas comment est-ce que son écurie l'a pas averti qu'il y avait une pénalité de 10 secondes à purger, puis que même s'il finissait 3e, il n'était pas sur le podium. Je pense que, je sais pas s'il ne savait pas, ou je sais pas comment la communication s'est faite, mais pourquoi t'attends quand la course est finie, quand le gars il est comme yeah, P3, puis là, t'es comme attends, quoi? J'ai fini tu vis les émotions, là. Il veut dire, comme pilote, c'est un podium à Monaco, tu le célèbres, t'es content, t'as des papillons dans le ventre, plus rien après. En plus, dans les Alpines, je veux dire, Gasly, c'est quelqu'un qui a un potentiel génial, un talent Gasly, immense. Mais il a eu de la malchance au début de sa carrière avec Red Bull et tout. Fait que là, il est comme descendu dans les équipes. Fait que là, un podium à Monaco, ça aurait été out of this world. Complètement. Ce que je cherchais mes mots, ça a été le fun. Mais on l'a vécu. Et tu sais, on l'a vécu, nous autres, ça nous a fait mal comme amateurs. Mais je me mettais à sa place hier quand je regardais ça. Je me disais, c'est la pire journée de sa vie, là. Ben, c'est clair. Mais après, moi, je regardais la course, puis comme là, je le voyais, il était 3e. Il y avait Adjar qui était 4e derrière lui. Là, j'étais comme, mais là, il sait-tu qu'il n'est pas 3e pour vrai? Ou... Là, j'étais comme, j'attendais que la communication avec Pierre Gasly, parce que, il réagit beaucoup, Pierre. Mettons, dans sa voiture, quand il reçoit une mauvaise nouvelle, il n'a pas peur, il ne mange pas ses mots. Là, il va à fond de train. Fait là, j'avais eu aucun extrait, puis j'étais comme, il sait-tu qu'il n'est pas vraiment 3e? Puis là, Charles, je me posais la même question que toi. Là. Wow. Puis, il le savait pas. Tu parles de Gasly qui réagit. Adjar est aussi un gars qui réagit beaucoup. C'est-tu juste un maudit chialeux ou il avait raison d'être inquiet parce qu'il sentait que sa voiture allait de moins en moins bien. Pendant un long bout de temps, il y avait Russell en arrière, mon gars, qui mettait de la pression, Est-ce qu'il est trop émotif? Est-ce qu'on peut être trop émotif? Je pense pas. T'es à 300 km/h puis tu vis des émotions. T'es vie à 300 km/h. Faut que t'es vie, faut que t'es laisses aller. Bon point. Mais en même temps, tu vois Max, tu vois Piastri, puis tu vois dans le temps Kimi. Ils en ont des émotions, mais ils sont neutres, on va dire. Je l'aime à George, Charles, moi, mais il chiale en maudit. Là. Je te dirais que c'est la différence entre un jeune pilote et un pilote d'expérience. Même Max Verstappen, là, tu le regardes, il y a 4-5 ans, comment ses propos à la radio quand il était dans les courses, à maintenant, c'est plus le même Verstappen. Il reste toujours à l'intérieur lui-même, mais il est totalement différent. Fait que je pense que ça va affaire pour un Adjar ou un Kimi. Même Kimi, des fois, là, cette saison, là, il y a des petits moments de panique ou des petits trucs. C'est comme, OK, il est quand même sur le gun, là, Kimi. Mais tu sais, Toto Wolff, des fois, il pogne le micro puis il est comme, là, tu vas te calmer, là. Tu vas te concentrer sur ta course, OK? Fait que tu sais, je pense que c'est aussi l'état de... Tu arrives la F2, t'es super jeune, t'as la première ou deuxième année dans la F1, tu veux prouver que t'es capable de gagner, même contre un Lewis, même contre un Max Verstappen ou un Pierre Gasly, t'es capable de les battre. Fait que l'intensité est là, puis t'es jeune, puis tu veux prouver, fait que tes réactions sont plus fortes. Là. Fait que, mais oui, Adjar, quand j'étais dans le bout de Red Bull à Montréal, j'avais les écouteurs après les essais, puis
le Max, il rentre, fait que là, il était comme, ah, telle affaire, ça buguait, ou, tu sais, l'aileron en avant, je pense qu'il pourrait être un peu plus telle affaire. Ouais. Puis là, Adjoy qui rentre, puis là, comme, my fucking helmet is not tight enough, blablabla. Là, Jen, elle me regarde, elle est comme, wow, c'est qui parle? C'est-tu Max? Là, je dis, non, c'est Adjoy, c'est le petit gars à côté, là. Pourquoi je suis pas surpris? Il est donc bien agressif, je suis comme, ouais, c'est ça. C'est Adjoy. Mais je pense que ça prend ça aussi. Comme Mathieu le disait tantôt, ils roulent à 300 km/h, donc ils vivent leurs émotions à 300 km/h aussi, tu sais. Il y a beaucoup... T'as pas le temps d'intérioriser, réfléchir, puis laisser ça sortir. Il faut que ça sort. Podium hier. 5e victoire de suite pour Kimi, 19 ans. 3e place pour Adjar, qui a 21 ans. Ouais. On calcule leur âge ensemble, ça fait 40. Et le bon vieux Lewis Hamilton a 41 ans. En plein milieu des deux. En plein milieu des deux, sur la deuxième marche du podium. Je trouve ça beau. Et de voir hier Toto Wolff, parce que c'est Monaco, parce que c'est le glam et tout ça, aller représenter Mercedes pour aller chercher le trophée de l'équipe gagnante et voir ces deux pilotes, Kimi et Lewis, là, et de les voir savourer. Je trouvais ça beau hier, moi, les gars. Je trouvais ça beau, ça. Ouais. C'était vraiment... On est choyés cette année. À date, on a des popés podiums. Il y a 2 semaines au Canada, c'était magnifique. Là, hier, on a ça, c'est encore beau. J'ai hâte de voir la suite. C'est fou pareil quand on y parle. On fait le total des 2 âges des gars sur le podium avec Lewis hier. Et ils sont encore plus jeunes que lui. Ça en dit beaucoup sur le talent de Lewis Hamilton, le mindset que ce gars-là a. Puis je veux t'amener là-dessus, Charles. Tu sais, comme athlète, vous avez toujours des moments où ça va moins bien. Puis sortir de ça, c'est pas toujours facile. C'est très circonstanciel. Ça dépend de bien des affaires. Qui t'entoure, qui est autour de toi, comment tu es capable, toi, comme humain, de gérer ça et tout ça. Puis on en a parlé ici dans Paddock et Champagne au début de la saison. L'année passée, Lewis, là, c'est une année de marde, on va se le dire. Et à un moment donné, quelqu'un lui crie « Oublie jamais t'es qui? » Puis il l'a redit lui-même il y a comme une couple de jours, tu sais. Je l'ai entendu, ça, puis c'est vrai, ça m'a aidé. Ça l'a marqué. De sortir d'une période grise comme athlète, pour toi, c'était quoi les meilleurs outils et la meilleure façon de faire quand ça n'allait pas au niveau Charles Hamelin, mettons? Je te dirais, c'est de revenir à la base. Je pense que c'est pas facile à faire ou c'est pas évident à faire. Des fois, si tu te le fais dire, t'es comme, OK, oui, mais comme je fais comment? Mais c'est de prendre les choses, d'enlever tout le flafla alentour de qu'est-ce que tu fais, puis de revenir vraiment à la base. Moi, c'était justement m'assurer que j'avais du plaisir en patinant. C'est d'aimer de faire ce que je fais sur la glace, puis je trouvais des moyens pour avoir du fun. Avec moi, mais aussi avec les autres. Je m'assurais qu'on avait un plaisir. Fait que, je pense que c'est un peu ça aussi, Lewis, quand il s'est fait faire dire ça, c'est que je comprends que c'est pas facile, mais reste que tu as quand même fait toutes les courses l'année passée, puis tu as quand même coursé tous les Grands Prix. Tu fais ce que tu aimes, encore une fois, année après année. Fait que, oublie jamais qui tu es, puis d'où tu viens, puis qu'est-ce que tu as fait dans le passé. Fait que c'est un peu, c'est revenir à la base, revenir à OK, ben maintenant, on a eu une année pas facile. Mettons, l'année passée avec Ferrari, mais cette année, c'est une année complètement différente. Puis je pense qu'il savait aussi que ça allait pas être facile l'année passée. En même temps, t'es Lewis Hamilton. Même si tu sais que c'est pas facile, tu veux quand même essayer de te pointer sur le podium une ou 2 fois dans la saison. Tu veux pas finir comme ça. Tu veux pas finir, mettons, avec une saison comme l'année passée, tu sais. Non, c'est ça. Fait que c'est bon qu'il soit revenu. Oh, tellement. Oui, ça va pour sa legacy, pour tout. Puis c'est ça, je pense. Mais Ferrari l'a écouté aussi, là. Ils ont changé l'ingénieur, il a ramené son équipe à lui, sa petite garde rapprochée. Donc, ce que tu disais tantôt, de retourner à la base, puis de ramener ta zone de confort, j'imagine, à votre niveau, quand vous êtes des tops dans votre sport, c'est ça que ça prend, là. Exact. Revenir, c'est ça. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Ben, on va chercher ton prep physique, ton prep mental, puis comme on remet les morceaux de puzzle qui fonctionnaient, mais on les rajoute puis on les met dans l'équipe justement pour donner le plus de chances possible pour avoir du succès. Charles, dans ton sport, la ligne de course est super importante, comme en Formule 1, tu sais, le fameux Apex, le virage parfait, tout ça. Est-ce que, question niaiseuse, est-ce que tu t'es déjà surpris pendant que tu coursais à faire des bruits de voiture comme si tu conduisais? Je te dirais que j'ai jamais fait de bruit de voiture en patinant, mais... Dans ta tête, mettons, là. Ben, je te dirais que c'est un peu le feeling qu'on a quand tu fais du patin, une courte piste, puis tu dois dépasser, mettons, 2-3 gars, puis tu fais des dépassements serrés, puis quand tu vois les images, mettons, du film F1, là,
ben, tu vois, t'es comme dans l'action, mais c'est un peu ça. C'est comme les POV, là, les caméras POV, mais c'est un peu ça que tu vis comme quand tu dépasses en patin de vitesse. Mais j'ai essayé dans mes années, je dirais, 2014-2018, de m'inspirer un peu de la Formule 1, savoir comment est-ce qu'ils prenaient les courbes, leur ligne de course, pour justement essayer de sortir de la boîte je suis un patineur de vitesse, il faut que je fasse le patin de telle façon. Ouais. Je voulais m'inspirer d'eux pour justement essayer de trouver quelque chose de nouveau. Puis on a quand même réussi à faire des stratégies différentes, des tracés différents par rapport à les idées qu'on avait par rapport à les pilotes de Formule 1. Puis on a découvert des choses qu'on n'aurait jamais découvert si on n'avait pas essayé. Ça, comme quoi, mettons? Mais, admettons, nous, c'est un ovale. C'est pas, on n'a pas d'autres sortes de courbes qu'un 180 degrés que tu passes d'un côté à l'autre. Mais c'est que, mettons, le plus facile, mettons, faire un dépassement, c'est soit que tu fais un dépassement à l'entrée. Mettons, tu vois une Formule 1 arriver, elle va jeter à l'intérieur pour justement passer à l'avant. Ou à la sortie du virage. Mettons, si tu prends l'épingle à Montréal, si tu prends l'épingle beaucoup plus large derrière, mais qu'à la sortie, mais tu vas être capable de passer la personne devant. Puis tu l'as appliqué dans ton sport. Wow. Exact. Mais c'est qu'on a appris à dépasser dans le virage. À des places différentes, mais bref, on a réussi à tricoter un peu avec ça puis s'inspirer de l'être. C'est malade. Et les autres n'avaient jamais vécu ça. Fait que t'as 100% raison. Oui. Tu le fais à ce moment-là, t'es surprenant à chaque fois. Là. C'est donc hot. Aux qualifications à Monaco, Kimi a sorti un tour parfait à la fin. Toto Wolff n'en venait pas, l'équipe était fière de lui. Lui-même hurlant à sa voiture, on peut le comprendre. Le feeling du tour parfait, là, ça doit être bon en tabarnouche. C'est quand tout le monde est au top de son sport, puis t'arrives, puis tu clenches tout le monde, t'es le premier en avant, puis par 3 cheveux, t'as battu tout le monde, mais t'as fait le tour parfait. Ce feeling-là, comment c'est? C'est facile de le décrire ou ça se vit? Mais je te dirais que quand tu réussis à faire une course parfaite, c'est souvent parce que tu as fait plusieurs tours parfaits durant cette course-là pour nous. Parce que nous, c'est pas juste un tour. Les qualifs, c'est le même nombre de tours, mais quand tu arrives en finale et que tu fais une course parfaite, ce feeling-là, ça arrive, tu sais, dans une carrière d'un athlète, ça arrive pas, mettons, 15-20 fois. Le feeling d'avoir la course parfaite, ça arrive, surtout en course de piste, là, ça arrive peut-être 1, 2, 3 fois. Puis c'est quand tous les aspects sont ensemble, ils sont là au bon moment. Tout tombe à la bonne place. Quand tu es dans la zone. Si tu vivais au ralenti, tout ce qui t'arrive, tout ce que tu fais, tout a l'air facile parce que les autres ont l'air d'aller lent. Puis comme tu fais tes choses, puis comme, OK, tu vois clair, tu fais des dépassements qui sont clairs. Même des fois, tu regardes la course après, t'es comme, j'ai fait ça, moi? C'est comme t'es dans un autre monde, t'es comme transcendant, c'est comme, tu fais des choses par instinct plus, puis c'est magnifique de réussir à faire ces affaires-là de cette façon-là. Puis pour moi, ben, c'est arrivé, mettons, je te dirais, ma meilleure course à vie, c'était à Sochi, aux 1500 mètres aux Olympiques. Ça, tu t'en rappelles, là. Cette course-là, je pourrais me refaire la course dans ma tête, mais exactement tour par tour, à la seconde que j'ai fait les dépassements, puis cette course-là, je me rappellerai toute ma vie. Là. C'est comme un moment de grâce quand ça arrive, Charles? Tu le disais tantôt, tout était à la bonne place, tu sais. Oui, ben, tu te sens au sommet du Mont Everest, là, tu sais. Il n'y a rien de plus que ça. Fait que pour moi, de réussir à le faire, c'est de réussir à le faire au bon moment, tu sais. Que tu peux réussir à le faire dans une Coupe du Monde, un championnat du monde, mais de réussir à le faire aux Olympiques, c'est vraiment quelque chose qui est spécial. Donc, si on comprend, Mathieu puis moi, c'est le talent, l'entraînement et la F1 qui font en sorte que tu étais champion du monde, toutes distances confondues. On vient de comprendre, là. C'est la F1, là. On en a un. Exact. On en a un des trois, on est bon. On a réussi à comprendre. Prochain Grand Prix, déjà la semaine prochaine. Est-ce que Kimi va en coller une 6e de suite? C'est loin d'être fait. Grand Prix d'Espagne à Barcelone le week-end prochain.
moi, je suis déjà bien excité. J'ai hâte de voir comment ils vont décanter ça puis comment tout le monde va revenir en forme parce que tu n'as même pas une semaine pour te préparer puis déjà, tu es de retour sur la piste. C'est la portion paddock qu'on vient de faire, mon cher Charles. On va aller dans la version maintenant champagne du balado. Et je veux qu'on revienne sur ton plaisir à triper sur la F1, à y aller, à avoir des invitations que tout le monde rêve d'avoir un jour. Je t'ai vu à Montréal cette année, tu avais les belles passes, tu as mis ta blonde avec toi, vous étiez les deux là-dedans. Je pense que vos coins de bouche touchaient vos oreilles tellement vous aviez des sourires immenses. Pour les gens qui n'ont jamais eu la chance de le vivre, de marcher puis de croiser Kimi, Toto Wolff, Lewis Hamilton, de les voir en personne, comment tu l'as vécu, toi, puis qu'est-ce que tu retiens de ça? Ben, pour vrai, c'est un peu surréel parce que, moi, oui, j'étais de l'athlète que j'ai été, mais j'ai toujours été un fan de sportifs en général, dans plein de sports. Puis d'arriver là, puis de les voir en vrai, puis j'ai réussi pas j'ai réussi, mais comme on m'a fait une surprise en 2022 pour le Grand Prix de Montréal. J'ai pu rencontrer Lewis. Je lui ai remis un de mes casques que j'avais fait en son honneur. Attends un peu, là. Charles, viens-t'en une surprise pour toi. Là, tu marches, tu suis la personne, puis boum, tu as Lewis Hamilton devant toi. C'est sûr que tu vas avoir des papillons, tu as de la misère à parler, tu ne sais plus parler anglais, tu deviens un peu gaga. C'est Jen, c'est ma femme qui a initié la conversation parce que j'étais trop starstruck. Ben oui. Mon cerveau, il assimilait pas qu'est-ce qui se passait. Là. J'étais comme, ça marche pas, là. Pourquoi qu'il est là? Pourquoi qu'il est en train de me parler? J'étais comme, il est pas dans le TV, il est là. Oui, il est là, il est en avant de moi, là. Mais c'était vraiment, pour eux, c'est vraiment un vraiment cool moment là, dans ma vie en général. Là. Je pense que c'était. Est-ce qu'il est aussi fin qu'on pense qu'il est fin? Ah, super cool. Vraiment cool comme gars. Vraiment, il avait l'air vraiment terre à terre. Puis, il était sincèrement content de me rencontrer. Puis quand je lui ai remis mon casque, il était super impressionné. Puis il était comme un peu touché. Parce que j'ai essayé de faire une réplique de son casque qui avait été la dernière année qui avait été champion du monde. Avec le gold, le mauve puis le noir. Oui, il était beau ce casque-là. Oui. Fait que, je l'avais fait faire pour les jeux. J'avais coursé au jeu avec ce casque-là. Fait que j'avais signé mon casque avec mes médailles sur mon casque. Donc, pour moi... tu l'as encore, ce casque-là? Parce que Mathieu et moi, on aimerait ça l'acheter. Ouais. En fait, c'est Lewis qui l'a, fait que je sais pas qu'est-ce qu'il en a fait. C'est celui que tu as porté que tu lui as donné. Oui, exact. Je pensais que tu avais fait un spécial que lui avait signé puis que tu avais gardé. C'était encore mieux. Non, ouais, exact. Moi, je l'ai signé puis je lui ai donné. Si jamais on le voit faire du vélo avec Kim Kardashian, mettons dans Central Park, puis il porte ton casque, on va pogner de quoi, là? C'est sûr qu'on va pogner de quoi. Parlons un peu de Kimi rapidement parce que dans tout ce qu'on voit actuellement, il domine. Il met de la pression sur un gars qui s'appelle George Russell, qui a été le second derrière Lewis Hamilton pendant plusieurs années. Aux qualifications, là, dans les entrevues d'après qualif, on est bien assis en arrière et on relaxe. Et Max Verstappen disait « Je ne suis pas surpris de voir Kimi, il a été excellent encore une fois, blablabla. » Alors que c'est plus difficile pour son coéquipier. Ça, c'est un jab directement au menton de Max, qui sait très bien ce qu'il fait. Ça pique, c'est sûr. Il donne un jab à George parce qu'il sait qu'au niveau de son contrat, il pourrait se faire sortir de chez Mercedes. Et il se voit, je pense, moi, Max, traverser et peut-être aller chez Mercedes. Ouais. Comment vous trouvez ça, ce genre de jeu-là de coulisses où les gars, maintenant, surtout un gars comme Max Verstappen, ça ne les dérange pas de dire ce qu'ils pensent? Ben non. Puis Max, justement, c'est un gars qui cherche la performance, la meilleure auto. Avec la Red Bull, il était tellement dominant. Mais là, il voit la Mercedes est en train de prendre le lead. Tellement. Il n'a pas hésité. Là. Ouais. Il avait une idée en tête, il l'a fait direct. Il voit que George, ça va un peu moins bien. Il voit que lui, ça va un peu... on devrait changer. Mais il en a profité, hein, Charles, pour le dire. C'est-tu chien ou il a bien fait ça? Ben, je pense que c'est une compétition de bonne guerre là, en Formule 1. Parce que c'est ça aussi, là, tu sais... en tant que pilote, tu sais qu'il y a juste 2 pilotes par écurie. Fait que si tu es dans une écurie qui fonctionne moins bien, puis que ton contrat vient à échéance, puis que tu peux changer, puis que tu pourrais peut-être aller ailleurs, mais il faut que tu lances des points un peu comme ça pour justement faire bouger les choses. Parce que sinon, ça bougerait jamais, puis tu resterais à la place que tu es, même si, tu sais, Max, comme tu viens de le dire, tu sais, lui s'en fout, là, comme s'il n'y a pas le volant qu'il veut, il va aller faire...
d'autres choses, du touring. Puis il l'a dit. Il l'a dit, comme, je veux juste m'en aller. Si j'ai pas de fun à courser, je vais partir. Fait qu'après ça, t'es comme, OK, Mercedes, est-ce qu'il y aurait une porte? Il y a plein de rumeurs qui pointent vers là dans les prochaines années que Verstappen irait vers Mercedes. Hey, on peut-se prendre une pause 2 secondes? Mettons, là, Kimi avec Max chez Mercedes. Une vraie compétition. Hey, là, ça serait du sérieux, là. J'enlève rien à George Russell, qui est un bon pilote, là. Mais Kimi et Max chez Mercedes pour un 3-4 ans, mettons. Puis après ça, Max va faire d'autres choses. J'y pense, puis j'ai des frissons. Ça serait, pour vrai, ça serait même genre de duo qu'on a vu Lewis et Nico Rosberg chez Mercedes il y a quelques années, où la grosse rivalité qu'il y a eu. Ça, c'était quelque chose, ça. C'était épique, là, pour vrai. Là. C'était une scène de Parce que là, Max, il aime bien gros, Kimi, puis il donne des tapes dans le dos, puis il est bien content, puis il s'en sert pour clencher George Russell. Mais s'il était coéquipier, avec une voiture pour se battre et gagner un autre titre, c'est autre chose. C'est complètement différent. Là, il n'y a plus d'amitié. C'est vraiment la rivalité à 100%. Même machine, qui est le meilleur. Ça veut-tu dire que tu achèterais une casquette de Mercedes, ça, Charles, ou... j'en ai déjà plein, là, parce que Lewis était Mercedes avant. Fait que j'aurais pas besoin d'acheter de casquette, j'en ai plein déjà. un que j'aime beaucoup, c'est Charles Leclerc. Nouveau contrat chez Ferrari. On l'a annoncé cette semaine. C'est une bonne affaire de chez Ferrari de le garder encore, parce que plusieurs disent il sera peut-être jamais champion du monde. Est-ce qu'on vient de jeter de l'argent par les fenêtres? Il paye très, très cher. C'est beaucoup d'argent pour garder Charles Leclerc, que j'adore. Je vous pose la question. C'est un bon investissement pour Ferrari parce qu'on croit en Charles Leclerc ou parce qu'avec Lewis, il fait une bonne équipe puis on pense que pour le brand, pour le marketing, pour l'image de marque, du beau gars, toujours bien habillé, gentil. Tu l'as dit tantôt, Charles. Même en maudit, hier, il pesait ses mots. On aime ça aussi beaucoup chez Ferrari, pas trop faire de vagues. Est-ce que c'est un bon move pour eux autres de le garder et de le signer pour quelques années encore? Ferrari, on fait des moves justement souvent pour avoir un prestige. C'est pas pour rien qu'ils sont allés chercher Lewis. Là. Ils savaient que Lewis allait apporter des ventes, allait apporter de l'argent à Ferrari. Je pense que quand la nouvelle a été officialisée que Lewis en allait chez Ferrari, je pense que le stock de Ferrari a augmenté de comme 10%. C'est malade. Ces moves-là ils vont aider plus la marque Ferrari que l'écurie Ferrari. Mais de garder Charles Leclerc, c'est un produit Ferrari. C'est un des pilotes qui a plus de talent sur la grille de départ. Fait des fois des erreurs, mais souvent des erreurs qui vont lui coûter cher, surtout à Monaco. Il a gagné une course là, à Monaco là, dans toute sa vie, mais il aurait pu en gagner 7-8 facile. Là. Il a tellement fait de bad. Il est malchanceux. Oui, exact, c'est ça. C'est un gros investissement. Moi, je pense que c'est un bon move de l'avoir gardé. Moi aussi, je pense. Toi, Matt? Ouais, puis surtout l'annoncer cette semaine, c'est Monaco, c'est chez eux, ça fait du sens. Puis c'est un peu leur golden boy. En même temps, vous le verriez où à part Ferrari? C'est ça la vraie question. Je pense que s'il perdait son volant là, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres places. C'est Charles Leclerc. C'est ça, c'est pas n'importe qui, mais... Il se bat depuis des années, il est là, il a été très malchanceux, il est tombé dans des moments où ça n'allait pas super bien chez Ferrari, il a eu des belles performances. Puis en même temps, quand on misait beaucoup plus sur lui, puis on annonçait que Carlos Sainz s'en allait, Carlos s'est mis à gagner, puis à gagner, puis à gagner. Puis encore une fois, on disait il aurait dû mettre Leclerc à l'extérieur, le sortir de l'équipe, puis garder Sainz. Il y a tout le temps eu ça autour de Charles, je trouve que c'est plate pour lui. C'est tellement un maudit bon gars, on l'aime, puis on veut qu'il performe bien là, quand même. Ben oui. Ouais, 100%. Je pense que c'est ça. Je trouve qu'un des pilotes qui mérite plus qu'est-ce qu'il a vécu depuis le début de sa carrière en Formule 1, c'est lui. Charles, comme je l'ai dit tantôt, là, c'est un des gars qui a le plus de talent sur sa grille de départ à chaque course. Ouais. Mais on dirait qu'il y a tout le temps des mini-bad luck ou des petites choses comme, mettons, exemple, les stratégies de Ferrari ne l'ont pas toujours aidé. Comme à Monaco, quand ils l'ont fait pit avec Lewis en avant qui devait toucher sa pénalité de 5 secondes. Tout le temps des choses comme ça que t'es comme, ouais, non, il me semble que moi, je suis dans mon salon et je suis capable de te dire que c'est pas la bonne chose à faire. Je peux pas croire que le gars dans le booth qui est comme, hey, je suis arrivé sud de Montréal, moi, puis je le sais. On va les appeler directement. Tu as vécu Monaco, Charles. Tu as vécu le glam puis le wow de Monaco.
les yachts privés de plusieurs dizaines de millions et même de milliards de dollars de presque ancrés au port parce qu'il y en a qui sont franchement trop gros, ils les laissent plus loin en mer et tout ça. Ce glam-là, quand tu l'as vécu, là, la F1, c'est beaucoup ça aussi. Ouais. Ça doit être le fun à vivre en maudit, là. Ben, je te dirais que c'est quelque chose que je sais que je ne vais pas revivre ça dans ma vie jamais, là, de partir on était basé en Autriche dans les locaux de Red Bull. On a pris un jet privé pour aller à Nice. On a pris un hélicoptère pour se rendre au port. Ben là! Puis on a pris un yacht pour se rendre au port de Il te manquait juste une place dans une voiture de F1. C'était ça la prochaine étape? Exact, c'est ça. C'est faire un tour de F1. Là, c'est malade. Le week-end parfait. Mais bref, c'est quelque chose de fou. Là, de voir les personnalités qui sont là, de vivre ça avec eux autres, c'était juste débile. C'est drôle parce que, tu sais, je comprends le glam de Monaco, l'historique derrière tout ça. Pas ma course préférée, moi. J'aime ça quand on y arrive dans le calendrier parce que justement, c'est le show, c'est le wow. Mais si tu qualifies 5-6, là, à moins d'une catastrophe devant toi, tu n'as presque pas de chance de gagner. Tu sais, c'est souvent le gars qui part en avant qui va avoir une maudite bonne chance de gagner, à moins qu'il arrive quelque chose. Mais s'il n'y avait pas ce glam-là, moi, le circuit, je fais comme, OK, on peut savoir d'autres choses, s'il vous plaît? On peut-tu... c'est très personnel comme avis. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... Quoique cette année, Tour 1, il y a eu 21 dépassements quand même à cause de Max. Ouais. Fait que ça a mis un peu... c'est un peu l'ambiance. Mais non, c'est vrai que l'année passée, je pense qu'il y avait eu comme 0 dépassement. Les 10 premiers étaient les 10 premiers au départ c'est aussi. Fait que... Mais c'est historique. Il est là depuis la première année. C'est Monaco. Tous les plus grands, ils veulent gagner ça. Mais maintenant que je sais comment Charles a vécu Monaco... On est jaloux. Moi, d'aller m'acheter des billets dans les estrades, puis faire comme lui, il est arrivé en jet privé, il est arrivé en hélicoptère, il est arrivé en bateau, je trouverais ça plate un peu. Moi, je l'ai fait en métro. C'est ça, c'est pas les mêmes moyens de transport. Là. Dernière question, les gars, puis je veux qu'on y réfléchisse, parce qu'au début de la saison, Mathieu, puis on était pas mal tout le monde dans le même bateau, il disait, tu sais, Kimi, flambant neuf, il est jeune, peut-être 2 victoires cette année. Là, il vient d'en coller 5 de suite. Il y a une sérieuse option. Je sais que c'est le bonheur dans la saison, vous allez me dire, Ben, calme tes nerfs. Il y a une sérieuse option pour devenir à 19 ans champion du monde. Le plus jeune de l'histoire. Ça pourrait arriver, là. Il est en train de se placer là, à la bonne place pour le faire. Est-ce que je dis des niaiseries ou c'est quelque chose qui pourrait vraiment arriver cette année? Ben, moi, je pense qu'il y a le char pour y arriver. Moi, je pense que clairement, dans la Mercedes, il y a le char pour y arriver. Faut pas oublier qu'est-ce qui est arrivé à Piastri l'année passée. Il aurait pu devenir champion du monde. En fait, moi, je le voyais devenir champion du monde quasiment très facilement. Et c'était le débandade en fin de saison. Il n'est jamais à l'abri d'une dérape comme ça. Kimi est jeune, très, très jeune. Ça serait le plus jeune de l'histoire. Ben, moi, je souhaite pas ça parce que j'adore Kimi. Mais je pense que les performances de Kimi sont plus fortes que les performances de Piastri l'année passée. T'as raison. L'année passée, il y avait peut-être un peu plus de compétition. Je trouve que, mettons, comparé à l'année passée, il y a plus de tours en compétition pour le titre. Surtout avec Verstappen qui revenait course après course l'année passée. Cette année, il y a quand même, je pense, une ligne quand même assez claire entre les chars qui sont compétitifs et ceux qui ne le sont pas. T'as raison. Ouais. Mathieu, toi? Ça enlève rien qu'est-ce qu'il fait. Ça peut t'arriver cette année? Ouais, mais le truc avec les anciens, parce que, tu sais, on dit battre le record du monde, il y a 19 ans, le plus jeune, c'est Vettel à 23, je pense. Ouais. Le truc qui a fait en sorte qu'il puisse l'avoir, c'est justement, il a commencé sa carrière dans des écuries un peu moins haut de gamme, on va dire. Puis quand il est arrivé chez Red Bull, c'est là que ça a débloqué puis il est devenu champion du monde. Il est déjà là. Il est déjà dans une écurie qui se bat, il y a déjà une écurie qui se compétitionne. Là, ça va être l'expérience, j'ai l'impression. Parce que Piastri, justement, l'année passée, il y avait le potentiel. Il y a eu un début de saison fou, puis ça s'est calmé à la fin, puis c'est pour ça qu'il l'a pas eu. Et elle est longue, la saison. C'est ça. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de vivre avec Kimi? Un début fulgurant, mais une fin qui s'estompe petit à petit. J'espère que non. On aimerait ça tout le voir, le gagner, puis... Tu sais, on le vu en fin de semaine. Je veux pas dire qu'il l'a eu facile, parce que c'était pas facile, parce que c'est Monaco, mais il était loin en avant, souvent de la 2e, de la 3e place. Et c'est... assez vite. Puis tu le disais tantôt, Charles, il est jeune. Rappelez-vous à Montréal, les chances qu'il a pris avec Russell, qui est dans la même équipe que lui. Il aurait pu sortir les 2 voitures. Il y a ça aussi. Il est compétitif, mais quand il est 2e ou 3e, il va prendre des chances
oui, le talent est là, mais en même temps, c'est des millimètres des fois qui séparent les voitures entre ça passe ou on s'accroche. Ouais. Il pourrait avoir ça aussi d'ici la fin de la saison. On ne le souhaite pas, mais les chances sont là. Peut arriver, là, oui, ils sont là. On l'a vu maintes fois cette saison. Là. La course sprint à Montréal, là, il a failli se rentrer dedans 3 fois. C'était malade, ça. Encore, dans la course, oui. J'étais pas de voir ça, mais je pense que Toto Wolff s'est arraché une coupe de cheveux là, complètement. en voyant ça. Là. Il l'a dit, il faut pas qu'il se touche, mais c'était le fun à regarder en maudit. Il a 100% raison. Puis pour les images des deux voitures qui font le tour du monde à cause de cette bataille-là, même s'ils se touchent, tu as une maudite belle campagne marketing de visibilité à ce moment-là. On a beaucoup parlé de la course. On va terminer avec Mathieu et avec ses drapeaux verts, jaunes et rouges de la fin de semaine parce qu'on a parlé de plein d'affaires, mais je veux savoir surtout, qu'est-ce que tu remarques, toi, en commençant avec ton drapeau? Allons-y avec le vert. Vas-y, mon gars. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé parce que, oui, la compétition, tu sais, c'est qui va arriver premier, qui va, l'équipe qui va marquer le plus de points, mais j'aimerais ça rapporter aussi un peu au milieu. Racing Bulls en fin de semaine. Oui. Les 5 et 6, c'est très bon pour gros week-end pour de midfield, on va dire. Ouais. Félicitations, ils ont bien performé. Lindblad, c'est encore une recrue. Larson, qui a été chez Red Bull, mais qui est revenu, ils sont encore là, ils sont en train de performer, ils se battent. Le résultat est là en fin de semaine. Puis ils viennent de gagner 18 points. Là, ils étaient égalité avec une équipe, puis ils ont 18 points d'avance. Dans le midfield, c'est énorme. Là. C'est crazy. Donc, drapeau vert. Drapeau jaune? Drapeau jaune, ben, c'est Gasly. J'avais Gasly en tête parce que je l'aime, on en a parlé. Mais je l'aime, Pierre, moi aussi. Pierre, je l'ai vu parler français. J'y ai parlé déjà un peu dans ma vie. J'ai fait ça, oui. Puis, Quand ça? Il y a 2 ans, il était à Montréal. Là, on a parlé d'échecs. C'était malade. Puis... Lui, il drop ça comme si de rien n'était. J'ai croisé Pierre Gasly. On a parlé d'échecs. C'est mon grand ami. Non, c'est pas du jeu d'échecs, pas d'échecs dans la vie. Non, du jeu des échecs. Ben oui, il est en train de jouer. Mais c'est ça, Gasly. C'est dommage. Il marque des points encore. Il est encore là dans la compétition. Chez Alpine. Chez Alpine, Chez Alpine, en plus. Là. Puis, mais passer de 3 à 7, perdre un podium... C'est pas le fun. Mais il va être bien habillé encore plus. Il est toujours stylé, là, mais l'année prochaine avec Gucci, maintenant qui s'en vient chez Alpine, là, ça va être quelque chose pas à peu près. Oui, on peut en parler, ça aussi. Monaco, un truc que j'adore de ça, c'est les différents styles. T'sais, on parlait du casque de Lewis tantôt qui était magnifique, mais les autos aussi. Il y avait l'Aston Martin qui a changé. Il y a... Audi t'a changé en couleur aussi. Oui, les 2 gars de McLaren avec leur casque Lego. Ouais. C'était beau, c'était le fun. Ça change un peu le c'est pas rendu marketing et visibilité du tout la Formule 1. Oh, non, c'est exactement ça. Là. Ton drapeau rouge la fin de semaine? Les pénalités dans le pit lane, là, on va devoir se le dire. C'est lourd. C'est ça. L'auto, elle est immense. Il coupe un peu, puis la moyenne fait en sorte qu'il puisse pas, genre... Puis ça a tellement fait mal à tellement de monde. Hier, les gars, puis tu l'as bien expliqué plus tôt dans le balado aujourd'hui, Charles, mais les gars d'Alpine hier, avec un appareil pour mesurer les distances et le temps, refaisaient le même trajet que la voiture de Pierre. Et ils ont déposé à la FIA, ça pourrait changer dans les prochains jours, on va le suivre. Okay. Ils ont déposé une plainte comme quoi son régulateur de vitesse quand il entre dans les puits était réglé à 59,5 pour l'entrée et la sortie. Donc, c'est impossible qu'il ait été au-delà du 60 km/h. Ils ont donné toutes les données informatiques de la voiture. Et là, imagine si Adjar perdait sa 3e place, qu'on la donnait finalement à Gasly. Les deux auraient vécu des émotions pareil, mais pas au même moment. C'est ça. Suite au week-end à Monaco. C'est dommage en même temps. Tu regagnes ta 3e place, mais tu vis pas le podium, tu vis pas la chambre de cours d'an après. Il y a quelque chose de pas perdu là-dedans. C'est pas pareil. Il n'a pas goûté au champagne. Il n'a pas arrosé les autres. Il n'a pas arrosé Kim Kardashian en bas comme Lewis l'a fait. Arrosé sa blonde en bas. Charles Hamelin, c'est un réel plaisir d'avoir eu cette belle discussion-là avec toi aujourd'hui. Tu peux revenir quand tu veux, mon gars. La porte est grande ouverte. Il reste bien des Grands Prix. Si jamais ça te tente, nous, on va voir le Grand Prix à Vegas cette année. On aura un concours aussi. Il y a des gens qui nous regardent qui vont pouvoir gagner leur voyage avec nous pour venir faire un tour là-bas. Mais si tu me dis que ça te tente, je ne vais pas arranger le concours, mais on pourrait peut-être te faire une place, par exemple. Ouh, intéressant. J'aime ça. Charles Hamelin, merci beaucoup. Bon Grand Prix déjà le week-end prochain. De retour donc en Espagne, à Barcelone, un circuit que j'adore. Est-ce que Fernando Alonso, sur ses terres, va avoir une meilleure fin de semaine que ce qu'il a eu là? Ou un meilleur moment de saison? Parce que là, ça a mieux été un peu en fin de semaine. Il a marqué un point. Il a marqué un point. On va le prendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que la voiture ne shake plus comme au début de l'année. Charles, merci mon gars. À bientôt. Yes, ça fait plaisir. Merci. On se fait ça une autre fois. Y es-tu fin? Ciao. Yes.
On l'aime, Charles. Ouais, oui. Merci infiniment. Grand Prix donc d'Espagne en fin de semaine prochaine. C'était une mousse belle jasette. Ben oui. Puis de faire le parallèle entre le patinage courte piste et la F1, je trouve ça génial. La vitesse dans les deux cas. M. Gagnon, bonne journée. Merci. Merci de nous suivre sur Chaos Sport, sur toutes les plateformes que vous aimez. Venez voir l'épisode numéro 5. Et déjà la semaine prochaine, on va se retrouver pour un autre paddock et champagne.